Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Aujourd'hui est un grand jour parce que pour la première fois, nous allons partir sur le continent américain pour parler d'une arme très appréciée des connaisseurs mais méconnue du grand public. La Makahit. Non, c'est pas ça. La Makwawit. C'est pas ça non plus. La Makwawitl. C'est ça. Cette vidéo va être très compliquée. S'il y a des civilisations que je trouve fascinantes alors que pourtant je n'y connais pas grand chose, ce sont les Incas, les Mayas et les Aztèques. Les civilisations mésoaméricaines quoi. Leur histoire est un mélange étonnant d'innovation, de mystère et de tradition qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Que ce soit leur architecture impressionnante, leur connaissance astronomique avancée ou leur art vibrant et coloré, les civilisations mésoaméricaines ont laissé une réelle empreinte sur le monde. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les Aztèques, et je vais vous faire un petit rappel du contexte de cette civilisation. Pascal, des hackers de l'extranet tentent de pirater notre terminal pour voler nos données. Je fais quoi? Ouf. Ah, ils peuvent toujours essayer, mais j'ai sécurisé nos données avec NordVPN. Et oui, chers guerrières et guerriers, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je me considère enfin comme un vrai youtubeur. NordVPN est le VPN le plus connu de la galaxie. Il permet à tous les utilisateurs du net au travers des systèmes solaires de naviguer de manière sûre en se préservant des menaces telles que les malwares, virus et autres saloperies. Vos données sont chiffrées pour vous garantir l'anonymat et la confidentialité. Et puis bon, si comme moi, vous voyagez tout le temps au travers de la galaxie et donc vous n'êtes jamais chez vous, NordVPN vous permet de conserver l'accès au contenu de votre pays ou encore mieux, d'avoir à disposition le contenu à l'étranger. Pratique. En ce moment, il y a des séries sur Vrexar qu'on n'a pas dans notre système. Ou sinon, plus proche de nous, vous avez le dernier Indiana Jones sur Disney+ aux USA. Et vous qui utilisez YouTube en ce moment même pour me regarder, et je vous en remercie, mais qui êtes pas mal saoulé par les publicités, ce que je peux complètement comprendre. Vous pouvez par exemple prendre un abonnement YouTube Premium depuis l'Argentine, car cela ne coûte que 2 € là-bas, ou encore vous connecter à l'Albanie, car là-bas, il n'y a pas de pub. Profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Cette offre est uniquement dispo via le lien en description avec le code AFFUTÉ. Je remercie NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de sécuriser mon propre serveur. Ils en sont où, Chiquelito? Tu avais raison, ils ont abandonné. Ouais, tu vois. Je te l'avais dit. La civilisation aztèque, elle était surtout florissante en Amérique centrale du XIVe jusqu'au début du XVIe siècle. C'était une culture riche et complexe, et leurs savants, c'était pas la moitié de cons parce qu'ils touchaient bien leur bille en architecture, mathématiques et astronomie. Les Aztèques étaient principalement établis dans la région de ce qui est aujourd'hui le Mexique central. Leur capitale, Tenochtitlan... Tenochtitlan, située sur une île dans le lac Texcoco, ça c'est plus facile à dire, était a priori une sacrée cité qui comptait pas moins de 1 million d'habitants en comptant l'agglo, ce qui en faisait a priori une des plus grosses villes de l'humanité à cette période. Politiquement... Il te rappelle Georges? Georges? Mais pas du tout. Je voulais dire que politiquement, ils étaient organisés dans une sorte d'empire fédéral avec un empereur à sa tête. Le principe d'un empire d'ailleurs, qui a un empereur. Sinon, c'est autre chose. Les Aztèques étaient connus pour leur habileté militaire et leur expansionnisme, s'assurant souvent que les territoires conquis payaient un tribut. Leur économie était soutenue par une agriculture sophistiquée, avec des innovations telles que les chinampas. Des jardins flottants, c'est pas du tout une spécialité genre des tapas, tu vois. La religion aztèque impliquait un panthéon de dieux, avec un accent particulier sur le dieu du soleil et de la guerre, Huitzilopochtli. Le sacrifice humain était une partie importante de leur pratique religieuse, souvent pratiquée pour apaiser les dieux et assurer la continuité du monde. En ce moment, quand je parle d'armes, c'est souvent lié à des cultures qui adorent faire des sacrifices humains. Je sais pas quoi en penser. La fin de la civilisation aztèque est intimement liée à l'arrivée des conquistadors espagnols dirigés par Hernán Cortés en 1519. Initialement accueilli par l'empereur Moctezuma II, Cortés a formé des alliances avec des peuples soumis par les Aztèques et a profité des divisions internes de l'empire. La combinaison de la force militaire espagnole, des maladies européennes comme la variole contre lesquelles les Aztèques n'avaient aucune immunité, et des tensions politiques internes a conduit à la chute rapide de Tenochtitlan en 1521. Et même si cette défaite fut extrêmement rapide, les Aztèques ils se sont pas laissés faire et ils ont quand même essayé d'un peu foutre sur la gueule aux conquistadors. Et pour cela, ils utilisèrent une arme particulièrement stylée, la Makwawitl. Cette arme, eh bien, elle a foutrement de la gueule. C'est une épée de bois possédant des trous sur les tranchants pour y accueillir des lames d'obsidienne.
Alors si vous êtes fan de Minecraft, vous vous dites que l'obsidienne c'est ni plus ni moins que de la lave mélangée à de l'eau. Et en vrai, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Mais le principe dans Minecraft est pas si con. Et donc ce verre volcanique, il y en avait pas mal sur le territoire aztèque. Et il s'en servait pour faire des bijoux, des outils, des pointes de flèches et évidemment, des armes de guerre. Et l'avantage de l'obsidienne, c'est que c'est v'là coupant sa mère. Mais le point négatif, c'est que c'est v'là fragile son père. Donc dans l'utilisation de la Mako Whittle, on peut imaginer que les lames d'obsidienne c'était un consommable qu'il fallait remplacer après chaque combat. Mais le gros avantage de cet aspect cassant, c'est que les lames pouvaient se briser en micro-éclats dans la chair adverse, aggravant alors énormément les blessures et les rendant plus difficiles à soigner, un petit peu à l'image des éclats de shrapnel pour les obus et les grenades. Mais avant d'aller plus loin sur l'efficacité de cette arme, que sait-on vraiment d'elle? Alors déjà, sachez qu'il n'y a plus aucune Mako Whittle d'origine aujourd'hui. Eh oui, je sais, décevant. Bon après, officieusement, c'est pas impossible qu'il y ait 2 modèles qui soient planqués au Musée National d'Anthropologie de Mexico. Mais le dernier modèle officiel a été détruit en 1884, lors de l'incendie d'une partie de la Real Armeria à Madrid. La plus ancienne représentation de cette arme serait, selon l'archéologue espagnol Marco Cervera Obregón, spécialiste du sujet, sur un bas-relief de la stèle 5 de Huaxactún, représentant un guerrier armé d'un gourdin hérissé de 6 pointes. Bon, c'est Maya et pas aztèque, mais le lien est assez facile à faire, donc il n'est pas exclu qu'on soit en présence d'une représentation de notre arme du jour. En dehors de cela, ce sont dans les codex mésoaméricains que nous retrouvons des représentations de l'arme tenue par des guerriers aigles et jaguars. On en parlera juste après. Mais les représentations sont certainement plus symboliques que vraiment réalistes, un petit peu à l'image de ce que je vous avais expliqué avec la faux d'As dans l'Antiquité. Mais quoi qu'il en soit, ça donne une bonne idée de l'apparence générale de l'arme. Et en plus, on peut croiser ses sources avec les descriptions des conquistadors espagnols. On a notamment Bernal Díaz del Castillo, un conquistador ayant participé aux conquêtes de Hernán Cortés, qui nous en fait des descriptions dans son œuvre Histoire véridique de la conquête du Mexique. Bon déjà, le mec a besoin de préciser véridique dans son titre. Ça sent un peu l'arnaque quand même, hein. Mais enfin bon, ça reste une source. Il décrit les épées aztèques comme faisant de 91 à 122 cm de long et 6,5 cm de large, avec des lames de silex ou d'obsidienne. Dans le livre Le Conquistador Anonyme, il y est également dit: ils font une épée de bois semblable à nos épées à 2 mains, à cela près que la poignée n'est pas aussi longue et est large de 3 doigts. Et sur leur tranchant, ils pratiquent des rainures dans lesquelles ils insèrent une lame de pierre dure qui coupe comme un rasoir de Tolosa. Bon, la rêve, c'est que du 16e au 18e siècle, la ville de Tolosa dans la province de Guipúzcoa était renommée pour la qualité de sa coutellerie. Voilà, une petite info au passage. Bref, du coup, comme je le disais, grâce à cela, plus les différentes iconographies, on a une bonne idée de la tronche de l'épée. Ceci dit, on sait aussi qu'il y avait des modèles plus petits, qu'on appelle le Mako Whittle Zotli. Celui-ci faisait à peu près 50 cm de long et du coup avait moins de lames en obsidienne. Mais globalement, c'est la même chose. Évidemment, ce n'est pas une arme de pecno, hein, comme la plupart des épées, elle était réservée aux guerriers de haut rang. Arrête de dire ça. Tu vas encore avoir un commentaire qui va faire la blague de la ville de Oran. Bon, on a la commu qu'on mérite, j'imagine. Faites pas attention, je vous aime quand même. Je disais donc ces guerriers... réputés, c'étaient les fameux guerriers aigles et jaguars. On peut dire que c'était des sortes de nobles, mais pas de par leur sang, mais de par leurs exploits guerriers. On dit qu'un guerrier devait capturer 4 ennemis lors d'une bataille pour gagner ce titre. Et je dis bien capturer, hein, pas tuer, parce que tout simplement, après, on pouvait les sacrifier au dieu soleil, et ça, c'est quand même vachement plus fun. Ils avaient pas mal de privilèges, comme pouvoir porter des bijoux et des fringues un peu particulières, avoir plusieurs concubines, dîner au palais royal et manger de la chair humaine. Bref, en plus de l'équipement habituel des guerriers aztèques, c'est-à-dire des pourpoints faits de coton molletonné épais d'1 doigt et demi, ils avaient des ajouts d'apparat plus distinctifs. En l'occurrence, des plumes et un casque en forme de tête d'aigle pour les uns, et une peau de jaguar pour les autres. Pour accompagner leurs épées, ils étaient équipés d'un petit bouclier semblable à des rondaches, que l'on nomme shimali, souvent en peau d'animal. Les autres guerriers avaient également ce bouclier, mais combattaient avec le tepos topili, une lance ayant le même concept que la Mako Whittle, avec un fer, si on peut dire ça comme ça, qui n'était autre qu'une pelle avec des lames de silex ou d'obsidienne tout autour, et surtout à la pointe. Bon, parlons maintenant de l'efficacité de cette arme. Qu'en dit nos chers conquistadors? Pour reprendre le conquistador anonyme, voici ce qu'il est dit. J'ai vu un jour, au cours d'une bataille, un Indien frapper un cheval que montait un cavalier contre qui il combattait. D'un coup dans le poitrail qu'il ouvrit jusqu'aux entrailles, et il tomba mort aussitôt. Le même jour,
j'ai vu un autre Indien frapper un cheval et l'étendre mort à ses pieds. C'était la guerre, mon colonel! Donc nous sommes en présence d'une arme capable de one-shot un cheval. Et notre cher Bernal Diaz del Castillo, dont j'ai parlé plus tôt, nous le confirme en racontant qu'une jument s'est faite presque décapiter d'un seul coup par un Makua Whittle. Je dis presque parce qu'elle a fini comme Nick quasi sans tête. Un autre conquistador, Francisco Hernandez de Cordoba, nous dit que l'arme était capable de, je cite, diviser parfois un homme en deux parties d'un seul coup. Bon alors après c'est un peu flou, parce qu'en soi, si je coupe le bras d'un mec, ce qui est déjà assez compliqué, techniquement, je l'ai divisé en deux parties. Donc faut pas forcément imaginer que les conquistadors se faisaient trancher comme Darth Maul. Mais quoi qu'il en soit, tous ces témoignages nous confirment une chose. C'était une arme très efficace, mais surtout utilisée... Aïe. C'était une arme très efficace, mais surtout utilisée par des guerriers qui savaient bien s'en servir. Sauf que bon, malheureusement, cette arme atteint largement ses limites face à l'équipement métallique des conquistadors. Sur du corps à corps, ceux-ci pouvaient compter sur une demi-armure en métal, un casque, une rondache également métallique et des épées très tranchantes et perçantes. Bon après, si tu te prends un bon coup de Makua Whittle sur la gueule ou dans une partie sensible, ça suffit à te sécher, on est d'accord. Mais la différence technologique était trop énorme, on ne parlera pas des armes à feu, et malheureusement, ce n'est pas cette arme, aussi dangereuse et exceptionnelle soit-elle, qui sauvera le peuple aztèque. En tout cas, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien amusé à la faire et c'était intéressant de visiter une autre culture complètement différente. Puis ce qui est vraiment exceptionnel avec la Makua Whittle, c'est qu'elle a vraiment aucune autre comparaison dans le monde entier. C'est vraiment une arme unique au sens littéral du terme. En tout cas si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager sur le réseau social de votre choix. Et je remercie infiniment NordVPN de l'avoir sponsorisé, ça fait toujours plaisir et ça aide plutôt bien. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, sur le serveur Discord et bien sûr sur la chaîne Twitch. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, chères guerrières et guerriers, gardez l'esprit affûté.